Vous écoutez Aligre FM 93.1. Nous allons parler de la Cour pénale internationale, la CPI. 6 mois après la demande émise par le procureur général de la CPI, Karim Khan, un mandat d'arrêt a enfin été délivré le 21 novembre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Les réactions des pays occidentaux à ces mandats sont variées, avec un refus d'application de l'Allemagne et une réaction mitigée de la France, on y reviendra. Alors, à quoi sert la CPI ? Cette institution de droit international est-elle une justice pour tous ? Pour en parler, nous recevons la professeure de droit Raphaëlle Maison. Bonjour Raphaëlle Maison. Bonjour. Vous êtes agrégée des facultés de droit, professeure de droit public à l'université Paris-Sud. Vos travaux portent sur la responsabilité et la justice pénale internationale. J'ai tout bon ? Oui, Presque, à peu près. À peu près. Pour les compléter. Alors, le 21 novembre, donc Michael vient de le dire, la Cour pénale internationale, la CPI, a émis 3 mandats d'arrêt dans le cadre de la guerre qui a lieu, que Israël mène à Gaza depuis le 8 octobre 2023. Il y a un mandat contre Mohamed Def, donc qui est le responsable militaire du Hamas, dont on ne sait pas aujourd'hui s'il est vivant ou mort. C'est le chef de la branche militaire du Hamas, et contre 2 dirigeants israéliens, comme on a dit en introduction, Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Alors la décision de la CPI de poursuivre 2 dirigeants israéliens a immédiatement suscité de nombreuses réactions, parce que en fait ce sont la première fois qu'on a des dirigeants occidentaux qui sont visés par un mandat d'arrêt de la CPI. Benjamin Netanyahou a qualifié ce mandat d'acte antisémite, après avoir qualifié l'ONU déjà d'institution ou de repère d'antisémites, et il a qualifié cette décision donc de décision qui proviendrait d'un tribunal partial. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a estimé quant à lui que ce n'était pas une décision politique, mais plutôt une décision de justice, et qu'elle devait être respectée. Et la présidente de la CPI a estimé, quant à elle, que c'était un tournant de son histoire, donc de l'histoire de la CPI, et qu'elle jouait sa survie. Alors justement, ce n'est pas la première fois que la CPI est critiquée. Elle a souvent été accusée d'être un instrument aux mains des Occidentaux pour sanctionner les dirigeants des pays du Sud, mais dans le fait de dire, alors on reviendra justement à cette idée de survie. On va quand même commencer par poser les bases, Raphaëlle Maison. C'est quoi la CPI ? C'est quoi la Cour pénale internationale ? Quand a-t-elle été fondée ? Pourquoi ? Qui a décidé en fait de la création de cette cour ? Et qui en sont les membres ? Comment on adhère en fait à la CPI ? D'accord. Donc la CPI, c'est une institution assez nouvelle en fait, comme vous l'avez remarqué, puisque elle a été créée en 1998 suite à une grande conférence internationale, donc rassemblant un grand nombre d'États, qui s'est tenue à Rome en 1998. Et puis son statut est entré en vigueur en 2022, donc elle existe réellement depuis 2022. C'est une institution très récente. 2002. Oui, pardon, 2002. Je la vois vraiment très jeune. Donc c'est une institution en effet très jeune par rapport à, par exemple, l'Organisation des Nations Unies. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une part, ce n'est pas l'Organisation des Nations Unies, la CPI. C'est une organisation internationale autonome qui doit respecter la charte, mais ce n'est pas les Nations Unies. C'est très important à comprendre parce que elle n'a pas la même légitimité en réalité, puisque c'est une organisation qui ne rassemble que 124 États à ce jour. Donc il y a un grand nombre d'États qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. On rappelle qu'il y a 193 membres à l'ONU. Voilà, c'est ça. Donc vous avez un grand nombre d'États qui n'adhèrent pas qui n'ont pas accepté le système de la Cour pénale internationale, parmi lesquels de grands États, les États-Unis, on le sait, la Russie, la Chine, l'Inde, Israël, un grand nombre d'États arabes. Je crois que pour les États arabes, il n'y a que la Tunisie et la Palestine qui ont adhéré. Pas beaucoup d'États sur le continent asiatique. En revanche, beaucoup d'États africains. Les États africains se sont beaucoup engagés. Le premier État, le Sénégal, à avoir ratifié, si mes souvenirs sont bons. Mais tout ça pour vous dire que on n'est pas face à une institution universellement ratifiée. Évidemment, ça pose toute une série de problèmes.
Donc ce n'est pas les Nations Unies, c'est une institution qui n'est pas universellement ratifiée, et en conséquence de quoi, il y a quand même une forte, je dirais, une présence importante, une présence européenne importante. Et puis, il y a de grands États qui n'en sont pas partis, qui ne sont pas partis au statut de Rome, donc ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, pour bien comprendre et faire une différence, on a aussi entendu parler de la Cour internationale de justice, et parfois il y a une confusion. Il y a un an, par exemple, l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice pour violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et toujours dans le cadre de la guerre israélienne contre Gaza, la même CIJ a déclaré en juillet dernier que l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem et de Gaza depuis 1967 est illégale. Quelle est la différence du coup entre ces deux institutions, entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ? C'est vrai qu'on a parlé de la Cour internationale de justice s'agissant du génocide à Gaza. Mais on entend plus souvent parler de la CPI. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus amusant. Enfin, le droit pénal, ça fait plus d'effets. Ça semble plus fascinant. Mais en réalité, la Cour internationale de justice, c'est une institution évidemment complètement différente. La Cour internationale de justice est immédiatement liée aux Nations Unies. C'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, donc que tous les États reconnaissent comme tel. Mais c'est une juridiction qui n'a pas de compétences pénales. Elle ne juge que les États. Donc c'est des différends, ce qu'on appelle des différends interétatiques qui peuvent être portés devant la Cour internationale de justice. Et c'est bien ce qu'on a vu dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, ou dans l'affaire qui a suivi, qui est également très importante, s'agissant du génocide à Gaza, l'affaire Nicaragua contre Allemagne, qui portait sur la complicité de génocide. Donc ça, c'est une affaire aussi très intéressante. Donc la Cour internationale de justice, elle statue sur les différends interétatiques, mais elle peut aussi, et vous venez d'évoquer cet avis, elle peut aussi être saisie d'avis consultatifs. C'est-à-dire que, en l'occurrence, l'Assemblée générale a demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer sur la licéité de l'occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967. Et ça a donné lieu, en plus des ordonnances sur le génocide, ça a donné lieu à un avis très important, comme vous l'avez noté, de la Cour au mois de juillet 2024. Alors, la Cour internationale de justice, si vous voulez, sa spécificité par rapport à un juge national, par exemple, et ça, il faut le comprendre aussi, c'est que les États ne peuvent être amenés devant la Cour internationale de justice que s'ils ont accepté sa juridiction. C'est pas du tout comme ça en droit interne. Vous n'avez pas besoin d'accepter la juridiction du tribunal pour être attrait devant un tribunal. Mais on est en droit international, donc qui fonctionne sur le principe de la souveraineté des différents États. Et l'accès au juge est considéré comme quelque chose de finalement très restreint en raison de la souveraineté. Donc il faut que les États aient accepté la juridiction de la Cour. Alors, j'en dis quelques mots rapidement. Soit ils le font à l'avance pour tous les différends qui pourraient surgir. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ils font la déclaration obligatoire d'acceptation de la juridiction de la Cour. Ça, c'est l'idéal. Mais tous les États ne l'ont pas fait. J'ai vérifié tout à l'heure, je crois qu'il y a un peu plus de 70 États qui l'ont fait. La France l'avait fait, mais elle a retiré sa déclaration après l'affaire qui concernait les essais nucléaires. Les États-Unis l'avaient fait, mais ils ont retiré leur déclaration après l'affaire qui concernait les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Donc, mais il y a quand même plus de 70 États qui ont fait cette déclaration. Et bien sûr, il faudrait demander à tous nos États, finalement, de faire cette déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour, puisque s'ils promeuvent le droit international, c'est une des premières choses qu'ils devraient faire. Donc soit ils font cette déclaration, et là c'est parfait, tout va bien, soit la Cour peut être saisie si dans un traité particulier, il y a ce qu'on appelle une clause compromissoire qui prévoit la compétence de la Cour. Et c'est le cas de la Convention génocide. C'est pourquoi l'Afrique du Sud a pu attraire Israël devant la Cour internationale de justice, parce que dans cette convention de 1948 sur le génocide, on a une clause qui prévoit la compétence de la Cour en cas de problème de responsabilité, en cas de différend qui pourrait surgir. Donc dès lors que les États sont partis à la convention génocide et qu'ils n'ont pas fait de réserve sur cette clause dite compromissoire, ils peuvent être attraits devant la Cour par un autre État qui est lié par la même convention et qui n'a pas fait de réserve. C'est donc le cas
Palestinien, Afrique du Sud, Israël, si vous voulez. Il faut encore que les États n'aient pas fait de réserve sur cette clause. C'est pourquoi, d'ailleurs, probablement, le Nicaragua a agi contre l'Allemagne, pour complicité de génocide, et pas contre les États-Unis, qui ont fait une réserve sur cette clause. Est-ce qu'Israël a fait une réserve sur cette clause ? Non, c'est pour ça c'est pour ça qu'Israël se retrouve devant la Cour. Et le dernier cas où on peut saisir la Cour, c'est quand les États se mettent d'accord ponctuellement pour soumettre leurs différends à la Cour. Voilà, un différend surgit. Bon, ils préfèrent qu'il soit tranché par la Cour. Ils font ce qu'on appelle un compromis pour pouvoir saisir la Cour internationale de justice. C'est ça qu'il faut bien comprendre, en fait. C'est pas parce que vous êtes un État membre des Nations Unies que vous allez pouvoir attraire un autre État devant la Cour internationale de justice si celui-ci n'a pas accepté sa juridiction. Vous voyez, donc c'est un peu... Et est-ce que les conclusions ou la consultation ou les avis de la CIJ peut influencer, par exemple, les démarches de la CPI ? Est-ce qu'il y a, comme ça, des ponts d'influence ? Alors, c'est pas forcément directement, mais c'est clair que le fait que la Cour internationale de justice, qui, à mon avis, a joué un rôle beaucoup plus important cette année que la Cour pénale internationale. Juste un mot, c'est une juridiction qui est composée vraiment de spécialistes de droit international. Elle a une forte autorité, contrairement à la CPI qui est un peu plus opaque, à mon avis. Donc c'est vraiment une juridiction qui a beaucoup d'autorité, je dirais. En droit international, les arrêts ou les avis de la Cour sont extrêmement importants pour les juristes, pour les diplomates. Ce sont des choses qu'on regarde beaucoup. Donc pour répondre à votre question, le fait que la Cour internationale de justice en janvier 2024, même si on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, sauf Orient 21 et Afrique 21, elle est dit qu'il y avait un risque de génocide, a forcément mis une sorte de pression sur le procureur de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, même s'il n'a pas à cette heure reconnu, il n'a pas à cette heure accusé de génocide. Le génocide ne fait pas partie. Mais néanmoins, je pense que ça a dû lui mettre une sorte de pression, la Cour, que la Cour reconnaisse le risque de génocide. Et autre pont, si vous voulez, par exemple, c'est l'Afrique du Sud qui saisit la Cour internationale de justice contre Israël. Et dans le même moment, l'Afrique du Sud renvoie la situation à Gaza au procureur de la Cour pénale internationale. Donc elle fait deux démarches parallèles pour mettre... Et ces deux démarches vont finalement toutes deux mettre une forme de pression sur le procureur de la CPI, qui est un organe un peu étrange, si vous voulez, parce qu'il a un pouvoir, ce procureur, et le bureau du procureur, il est élu... Là, je repasse à la CPI, excusez-moi. Très bien, parce il est élu par les États membres de la CPI, donc 124 États. J'imagine que les négociations doivent être un peu complexes et tendues. Et il a un pouvoir, lui seul, c'est lui qui a le pouvoir de décider finalement d'une enquête. C'est un pouvoir absolument énorme sur la scène internationale. De demander à émettre des mandats. Oui, d'ouvrir une enquête. C'est un pouvoir énorme qui est confié à une seule personne. Et c'est lui donc qui peut décider de ne pas ouvrir d'enquête, ce qu'il avait fait dans le cas du Mavi Marmara, qui concernait déjà Gaza. Alors, il a toujours refusé. Pour rappeler, c'est ce navire turc, légalement, je crois. Le pavillon est turc. Comores, ok. Ouais. Et qui voulait briser le siège contre Gaza. Ça. Donc il y avait plusieurs militants de la cause palestinienne qui étaient à bord et qui en fait a été attaqué tout par les forces israéliennes. Voilà. Donc il y a eu pas mal de morts. Et donc l'État dont le bateau battait pavillon, c'est-à-dire les Comores, ont demandé au procureur de la CPI de lancer une enquête. Et le procureur de la CPI a dit non, c'est pas assez grave. Donc ça, c'était en 2010, l'attaque, et puis... C'était juste après la première guerre contre Gaza. Le procureur a refusé. Alors, une chambre préliminaire a été saisie par les Comores, et la chambre préliminaire a dit, mais si, c'est grave, il faut que vous enquêtiez. Et le procureur a refusé d'enquêter. Ça a donné lieu à 2-3 années comme ça de bras de fer entre les juges et le procureur. Et le procureur a toujours refusé d'enquêter sur cette affaire. Donc, vous voyez, c'est un pouvoir énorme qui lui est confié. Non, je ne regarde pas. Ou alors, je regarde des choses qui peut-être ne sont pas nécessairement très utiles à regarder. Parce que c'est un pouvoir énorme en ce sens, parce que ça met les États en grande difficulté dès lors que vous avez une enquête contre l'État.
dès lors que vous avez donc des mandats d'arrêt, ça a un effet énorme pour les États. Et ça émane donc quasiment de cette seule institution qu'est le bureau du procureur, dirigé par une personne. Ce qui fait cette personne peut être soumise à des pressions extraordinaires, comme on l'a vu. Comme ça a été le cas de Karim Khan, donc le procureur général de la CPI, au moment où justement on ouvrait l'enquête. Mais justement, il y a une question, c'est pourquoi saisir la CPI en fait ? C'est-à-dire, à quel moment on décide que pour traduire en justice tel ou tel dirigeant politique qui serait coupable de crimes de guerre, on en appelle à la CPI plutôt que à un tribunal national ou à la compétence universelle. Alors peut-être avant de passer sur justice nationale et compétence universelle, il faut peut-être préciser comment la CPI peut être saisie. Oui. Oui, quelles sont les conditions ? Il y a trois mécanismes en fait. Soit un État partie au statut de Rome, c'est le statut qui crée la CPI, un État partie renvoie une situation au procureur. J'y reviendrai, parce si on fait un peu l'historique, on peut voir comment ça a fonctionné. Un État partie, donc, renvoie une situation qui le concerne ou qui concerne un autre État. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le renvoi étatique. Alors le procureur peut, c'est le cas des Comores, par exemple. Le procureur peut enquêter ou pas. Mais en tout cas, il doit un peu regarder avant de se décider. Soit c'est le Conseil de sécurité qui peut renvoyer une situation des Nations Unies. Donc il y a une place qui est réservée au Conseil de sécurité dans le statut de Rome. Et là, le procureur peut aussi enquêter ou ne pas enquêter, mais il a quand même une plus forte pression si c'est le Conseil de sécurité que l'État des Comores. Mais ça reste une pression, ce n'est pas contraignant. Non, selon le statut de Rome, c'est pas contraignant. Mais enfin, à chaque fois qu'on lui a demandé qu'il y a eu un renvoi du Conseil de sécurité, le procureur a enquêté très très vite. Donc là, c'est le cas du Soudan, et puis de la Libye. Soit, enfin, le procureur peut agir de sa propre initiative. Il reçoit des informations et donc il décide que ça pourrait être intéressant d'enquêter sur telle ou telle situation. Et dans ce cas-là, il doit avoir une autorisation d'une chambre préliminaire. Autre point que je voudrais signaler, parce que ça c'est très important, j'ai dit tout à l'heure que tous les États n'étaient pas partis au statut de Rome. Alors comment se fait-il que les États non partis peuvent voir leurs agents poursuivis devant la cour? Ça, c'est quand même bizarre, si vous voulez. Alors là, il faut regarder, vos auditeurs, qui sont très sérieux, je suis sûre, peuvent aller regarder l'article 12 et 13 du statut de Rome, où on voit que la cour peut être compétente dès lors que le crime est commis sur le territoire d'un État parti ou par le ressortissant d'un État parti. Il n'est pas nécessairement besoin que l'auteur du crime soit de la nationalité d'un État parti si les crimes sont commis sur le territoire d'un État parti. C'est exactement la situation qu'on rencontre pour Israël, puisque la Palestine est partie au statut de Rome. Israël n'est pas partie au statut de Rome, mais dès lors que les crimes sont commis sur le territoire palestinien, la Cour est compétente. Mais si vous voulez, ça c'est très bien, ça permet d'étendre la compétence, mais ça pose quand même un petit problème en droit international général, de mon point de vue. Les ONG vous diraient pas ça, mais de mon point de vue, je dois être quand même honnête, ça pose un problème du point de vue de l'effet relatif des traités. Normalement, un traité n'a d'effet que pour les États qui se sont engagés vis-à-vis de ce traité. Or là, vous avez des effets qui sont produits pour des États qui n'ont pas accepté le système de Rome. Donc c'est un peu logique, si vous voulez, qu'il y ait des contestations et des problèmes qui se posent. Oui, c'est-à-dire que des auteurs, des ressortissants de citoyens de pays, d'États qui ne reconnaissent pas en fait la légitimité des statuts de Rome se retrouvent poursuivis au nom des statuts de Rome. Donc effectivement, on peut du coup, d'accord. Donc du coup, ça répond à la question de la justice nationale dans le camp, mais dans la question de la compétence universelle, dans le cas d'Israël, ça répond à la question de la justice nationale, mais la compétence universelle. Alors la compétence universelle, ça c'est les juridictions nationales. Dans certains pays, on dit que les juridictions nationales ont une compétence universelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent juger des crimes qui ne sont pas commis sur le territoire de l'État, ni par un ressortissant de l'État, ni la victime n'est pas non plus de nationalité de l'État. C'est le cas en France, par exemple, en ce moment, avec des génocidaires présumés rwandais, par exemple, qu'on juge en France, par exemple. Oui, sauf que là, c'est pas
tout à fait ça, parce que ça découle du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a fait l'objet d'une adaptation en droit français. Donc en fait, c'est cette loi d'adaptation. Mais enfin, oui, c'est la même logique, si vous voulez. Le Libérien, il y a eu un Libérien qui a été aussi jugé récemment en France. Voilà, c'est cette logique. Donc, déjà, ou le procès qu'on a voulu faire à Pinochet. Enfin bon, ça c'est l'époque. Tous les États n'ont pas ce type de loi. Par ailleurs, c'est assez difficile techniquement à faire fonctionner parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et puis, ça peut être quand même difficile de mener des procès quand vous n'avez pas la main sur les preuves. Si les crimes ne sont pas commis sur votre territoire, c'est assez compliqué quand même. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site aligrefm.org dans l'émission Horizon 21 avec notre invité, la professeure de droit Raphaëlle Maison, pour parler de la Cour pénale internationale. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. On vient d'écouter War de Bob Marley, une chanson qui dénonce les inégalités raciales et les oppressions dans le monde et en particulier en Afrique. Ce titre est paru en 1976. Alors Raphaëlle Maison, justement, on a un peu exposé, on a posé un peu les choses sur la Cour pénale internationale. Peut-être qu'il faudrait revenir un peu sur l'historique. Et j'aimerais juste vous donner quelques chiffres que j'ai compulsés tout à l'heure, qui va peut-être du coup vous faire rebondir. Sur les 24 pays concernés aujourd'hui par des affaires en cours à la Cour pénale internationale, 18 concernent des pays dits du Sud, ce qui est donc une large majorité, et 11 concernent en particulier des pays africains. Et c'est souvent, cette Cour, elle est souvent accusée d'être un peu l'instrument de l'Occident contre les pays du Sud. Quelle est votre réaction face à ces chiffres ? Et d'abord, historiquement, est-ce que ça s'explique ? Oui, face à ces chiffres, évidemment, ils sont assez frappants. Et je crois qu'on a certains experts qui estiment que la CPI devrait finalement être supprimée parce que elle est coûteuse et elle est arbitraire. Donc ça, ce sont des critiques que l'on peut entendre et qui ne sont pas complètement fausses. Le fait que beaucoup d'États africains, de situations africaines se trouvent devant la Cour, c'est lié, comme on l'a vu, je dirais, au fait que les États africains ont très largement ratifié le statut de Rome. Donc ça se retourne un petit peu contre eux en un sens. Mais d'un autre côté, dans la première phase de travail de la Cour a été saisie par ces États africains. Ce sont ces États africains qui ont renvoyé des situations à la Cour. Par exemple, l'Ouganda en 2003, la République démocratique du Congo en 2004, la République centrafricaine en 2004, le Mali en 2012. Donc ce sont eux qui ont demandé à la Cour d'enquêter sur des situations insurrectionnelles se déroulant sur leur territoire. Donc en fait, ils ont ce qu'on appelle des auto-renvois. Ils ont demandé à la Cour d'enquêter à des crimes commis sur leur territoire par des mouvements insurgés. Voilà. Donc ils ont un peu utilisé la Cour, en fait. Donc là, c'est un peu difficile de dire que la Cour s'est vraiment ruée sur les États africains dès lors que la demande émanait des États africains. Il n'en demeure pas moins que vous avez raison de signaler que la Cour a été très critiquée, puisque le pic de la critique, je dirais, c'était en 2013, je crois, au moment de l'Union africaine a dénoncé une chasse raciale. Faisant le bilan des poursuites devant la Cour, il y avait en effet que des Africains qui étaient poursuivis. Elle a contesté cette institution en disant qu'elle conduisait carrément une chasse raciale et elle a menacé d'un retrait puisqu'on peut se retirer de la Cour pénale internationale. Ça n'a pas été fait, mais c'était un moment très critique. Toute cette période, la première phase de travail de la Cour, concernant les pays africains, a en effet donné lieu à une série de critiques partiellement justifiées, puisque, comme je vous l'indiquais, ce sont quand même les États qui ont renvoyé ces situations. Donc dès lors que ça touche un chef d'État africain, le chef d'État africain a tendance à un peu accuser la Cour de faire une chasse aux Africains, quoi. Non, mais c'est surtout que dans un grand nombre d'affaires, ces États avaient saisi la Cour pour qu'elle enquête contre des mouvements, sans doute, qui avaient commis des crimes, mais des mouvements qui contestaient leur autorité à l'intérieur de l'État aussi. Donc ça, c'est un peu délicat. Ensuite, on a une deuxième phase où le procureur a cherché un peu à diversifier face à ces critiques. Et c'est là qu'on a eu des tentatives d'enquête sur, par exemple, les États-Unis en Afghanistan, sur la Géorgie, l'activité de la Russie en Géorgie, puis aussi des enquêtes sur des situations qui se déroulant sur le continent asiatique, Birmanie, Philippines. C'est la deuxième phase.
On pourra y revenir si vous le voulez. Et puis là, je pense qu'on est dans une troisième phase où on est en présence d'une politisation plus importante de la Cour, avec des renvois très politiques à partir de la fin des années 2010, à mon avis. Vous avez par exemple un renvoi d'un certain nombre d'États d'Amérique contre le Venezuela, donc contre Maduro. Et puis, vous avez aussi les 42 États qui ont renvoyé la situation en Ukraine contre la Russie. Donc là, on a dont les États-Unis, il y a aussi notamment le poids des États-Unis qui a beaucoup soutenu en fait les démarches auprès de la CPI contre l'Ukraine, tout en n'étant pas signataire des statuts de Rome. Ça, c'est une situation, à mes yeux, complètement assez effarante. Vous avez donc un État, l'Ukraine, qui n'est pas partie au statut de Rome. Elle va le devenir bientôt. Mais à l'époque, n'était pas partie au statut de Rome. Elle avait juste accepté la compétence de la Cour. On peut le faire ponctuellement. Vous avez un autre État, la Russie, qui n'est pas partie au statut de Rome. Et vous avez des enquêtes qui sont vraiment, je dirais, initiées, financées, où les États-Unis non partis au statut de Rome sont très présents. Donc finalement, vous avez 3 États non partis au statut de Rome dans cette situation relative à l'Ukraine. Qui utilisent la Cour pénale internationale. Alors là, on se dit, mais il y a quand même, cette institution fonctionne pour qui, en fait pour des États qui ne sont pas partis. Donc là, je trouve qu'on avait atteint un pic d'une situation juridique assez ahurissante. Et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure le cas de l'Afghanistan. La procureure de l'époque, Fatou Bensouda, qui est une Gambienne, avait souhaité enquêter sur des crimes potentiels des États-Unis en Afghanistan. Oui. Et tout de suite, elle a été sanctionnée par les États-Unis, c'est-à-dire gel de ses avoirs, grosse pression des États-Unis. Donc on voit, c'est là où on se demande cette justice, c'est un peu deux poids deux mesures, quelque part. Tout à fait, dès lors que de toute façon tous les États n'ont pas ratifié. Donc de toute façon, là, vous n'allez pas avoir une égalité devant le droit pénal. De toute façon, ça c'est clair dès le départ, à la limite. Enfin, dès le départ, dès lors que les États n'ont pas tous ratifié. Mais cette période que vous évoquez, lorsque Fatou Bensouda a lancé des enquêtes sur ce qui se passait en Afghanistan, qui visait aussi les États-Unis, non partis au statut de Rome, l'Afghanistan est parti au statut de Rome. Ça a déclenché des réactions très vives des États-Unis, bien entendu. Enfin, c'est assez logique en un sens. Mais ces réactions étaient aussi liées aux tentatives d'enquête sur Palestine. C'est les deux choses qui ont fait réagir les États-Unis. La tentative d'enquête sur la CIA en Afghanistan, enfin les prisons secrètes, etc. Et puis tentative d'enquête sur Palestine. D'ailleurs, quand Karim Khan a été élu après Fatou Bensouda, il a tout de suite donné des garanties sur le fait que, s'agissant de l'Afghanistan, il enquêterait surtout sur les talibans. D'ailleurs, Karim Khan était justement sur la Palestine, était présenté comme le candidat d'Israël, entre guillemets, même si justement Israël n'a pas de candidat officiellement puisqu'elle n'est pas partie au statut de Rome, mais c'était l'image qu'il avait, ce qui n'a pas empêché Israël et d'autres de se retourner contre lui. Mais justement, vous parliez de diversification de la CPI, des mandats, des enquêtes face aux critiques, et là, c'est la première fois qu'on a un mandat d'arrêt contre un dirigeant occidental, et on voit justement les réactions notamment dans les pays occidentaux. On le disait au début, il y avait aussi cette idée qu'il le fallait, il y avait quelque part un devoir moral de lancer justement ces mandats d'arrêt, parce qu'il en allait de la crédibilité en fait de la CPI, parce que ça fait un an avec tout ce qui se passe à Gaza qu'on dit que c'est la mort du droit international, que l'ONU ne sert plus à rien, que le droit international au-delà de l'ONU ne sert plus à rien. Et là finalement quand il y a justement ce mandat d'arrêt, après toutes les pressions qu'a subi Karim Khan, etc., on va citer deux réactions européennes quand même assez édifiantes, celle de l'Allemagne qui refuse tout simplement d'appliquer en fait le mandat d'arrêt. Et on a la réaction de la France qui est quand même assez ambiguë. Est-ce que vous voulez bien nous en parler et puis nous expliquer aussi quelles sont les véritables conséquences de des déclarations du Quai d'Orsay? C'est-à-dire qu'il y a le discours politique, mais factuellement, juridiquement, qu'est-ce que ça implique si demain Netanyahou, Yoav Gallant débarquent en France? D'accord. Je trouve je ne sais pas si on peut qualifier les dirigeants israéliens de dirigeants occidentaux. Ils sont quand même
l'État se trouve quand même au Moyen-Orient. Géographiquement lié au monde occidental. Voilà. Alliés, voilà. Ouais, tout à fait. Israël comme avant-poste de l'Occident. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ce que vous avez dit, c'est vrai, il fallait absolument que la Cour fasse quelque chose, puisque ça fait 15 ans qu'elle pouvait enquêter sur Palestine. Ça fait 15 ans qu'elle aurait dû enquêter sur Palestine. Elle pouvait le faire depuis fort longtemps. Oui, depuis la première guerre contre Gaza, donc après 2009-2010, après le retrait des colons. Et ça a été un instrument, les Palestiniens y ont cru. Pendant toute cette période, la Cour avait les moyens de faire des choses. Et je pense qu'elle a une responsabilité aussi historique dans la dégradation de la situation, puisqu'elle n'a pas enquêté elle n'a pas enquêté sérieusement avant Gaza, en fait. Et encore, il faut attendre le mois de mai. Parce que quand vous regardez les déclarations du procureur pendant l'année 2023, elles sont assez pathétiques tout de même. Oui, et puis il y a eu 6 mois entre le moment où la demande de... Vraiment, c'était l'armée israélienne est quand même très bien formée, ils ont de très bons juristes, on s'attend à ce qu'ils ne commettent pas de crimes, mais par contre, le Hamas ont commis les atrocités les pires de l'histoire J'exagère un peu, mais enfin, c'était quand même ça la logique. Et donc, justement, l'affaire CIJ, Cour internationale de justice, et la démarche de l'Afrique du Sud ont quand même eu un impact. Alors pour revenir à votre question, c'est vrai donc que la Cour devait, si elle ne faisait pas ça après l'enquête sur la Russie, si vous voulez, elle était à mon avis complètement décrédibilisée si elle n'enquêtait pas sur Israël. Moi je pensais que c'était la fin de la CPI personnellement, du point de vue de sa légitimité. Maintenant, c'est vrai que le monde occidental, qui représentait à la Cour, c'est-à-dire les États européens, ont eu des réactions, certains positives, d'autres, vous les avez signalées, l'Allemagne, la France, affichant quand même soit l'Allemagne un refus d'exécuter, j'avais pas vu la déclaration, soit la France une déclaration assez ambiguë sur les immunités. On va rappeler peut-être aux auditeurs et auditrices, effectivement dans le communiqué, il parle du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, ils disent qu'en fait Benjamin Netanyahou bénéficie d'une immunité, ce qui empêcherait de l'arrêter. Donc, tout en rappelant que la France applique le droit international, etc. Je ne sais pas s'il faut entrer dans ces questions d'immunité qui sont en fait un petit peu complexes et liées au fait que Israël n'a pas ratifié le statut de Rome, en fait. Alors, on signalera quand même aux auditeurs qu'il y aura bientôt un article sur Orient 21 de Raphaël Maison qui détaille justement la décision. Donc, pour ceux qui veulent aller vraiment dans le détail, ils pourront en lire l'analyse bientôt sur Orient 21. C'est vrai que la plupart des commentateurs nous disent aujourd'hui, des commentateurs qui soutiennent la CPI, c'est absolument scandaleux que la France affirme. Moi, ce qui me choque dans le communiqué, c'est plutôt la déclaration d'amitié, en fait, et de collaboration avec Israël comme grande démocratie. Ça, c'est... Mais sur les immunités, moi, je crois qu'en droit international général, on a un problème, notamment du point de vue de l'inviolabilité, parce que Israël, n'ayant pas ratifié le statut de Rome, n'a pas renoncé à ses immunités, contrairement à la France. Mais bon, vous verrez l'article dans Orient 21, ça sera plus simple. Ce qui est clair, c'est que ces deux États, affirme que Poutine doit être arrêté, mais pas Netanyahou. Or, la situation juridique est la même. Poutine, c'est le président d'un État qui n'est pas parti au statut de Rome, et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'un État qui n'est pas parti au statut de Rome. Alors, je crois que ce qui est affiché clairement par ces États, c'est nous devons arrêter nos ennemis, ou ceux dont la politique ne nous convient pas, mais nous n'arrêterons pas nos amis. Alors ça, évidemment, ça a fait un tollé, parce que c'est par-delà les arguments juridiques qu'on pourrait discuter dans le détail, c'est l'affichage clair du double standard que les peuples du monde ne supportent plus. Et de l'instrumentalisation finalement du droit international quand ça nous arrange. C'est ça qui est très gênant, c'est que la France auparavant avait affirmé que la Mongolie, État où s'était rendu Vladimir Poutine, devait arrêter le chef d'État russe, mais qu'en revanche, Benjamin Netanyahou dispose d'immunité dont il faudra discuter. Donc ça, c'est juste... Alors que la Mongolie avait justement fait valoir l'argument de l'immunité de Poutine en tant que... Alors, ce qui est intéressant avec ces mandats, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Ils mettent les États, les très proches soutiens d'Israël, en grande difficulté, dans l'embarras. Ils sont obligés de soutenir des positions qui sont pas soutenables et qui n'arrivent même pas à masquer, où le double standard éclate finalement.
Donc, après, sur les conséquences pratiques, personnellement, je pense que en fait, on a eu beaucoup d'éléments extrêmement intéressants sur les obligations des États vis-à-vis d'Israël cette année. Les États doivent agir pour ne prévenir le génocide. Ils doivent prendre toute une série de mesures pour mettre fin à l'occupation illicite du territoire palestinien. C'est ce qu'a dit la Cour dans son avis. Ce sont des obligations. C'est ce qu'a voté le Conseil de sécurité, finalement. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale, pardon. En septembre. Non, le Conseil de sécurité, ça, on n'y est pas encore. L'Assemblée générale en septembre 2024. Donc, il y a des obligations qui pèsent sur les États, tous les États du monde, en raison de la jurisprudence de la CIJ. Et tous les États doivent cesser d'armer, prendre des mesures économiques, cesser le soutien diplomatique. Ce sont des véritables obligations qu'ils ont. Donc ça, il faut vraiment y insister. C'est pas le sujet du jour, mais c'est ce qu'a dit la Cour internationale de justice. Et ce qu'elle a dit est beaucoup plus puissant que ce qu'a fait la CPI, à mon avis. Parce que symboliquement, c'est très important, je pense, d'avoir ces mandats d'arrêt. Mais en pratique, je pense que Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant ne vont pas venir en France. Donc ils ne seront pas arrêtés. Alors, s'ils viennent en France, est-ce qu'ils seront arrêtés ? C'est pas sûr, mais c'est pas impossible non plus, parce que les procureurs pourraient décider d'arrêter, même si le ministre des Affaires étrangères, le 27 novembre 2024, a dit que Benjamin Netanyahou avait une immunité. En plus, le gouvernement va changer, donc la position diplomatique pourrait évoluer. J'ai pas beaucoup d'espoir en ce sens, mais finalement, ça n'a pas d'impact majeur, sauf symbolique, sur le terrain, si vous voulez. En revanche, si les États respectent les obligations dites par la Cour internationale de justice, ils doivent immédiatement cesser d'armer Israël, ils doivent immédiatement reprendre leur soutien à l'UNRWA, ils doivent adopter des sanctions économiques pour prévenir le génocide en cours. L'UNRWA, qui est l'agence onusienne voilà. Des réfugiés palestiniens. L'agence onusienne de soutien aux réfugiés de 1948 et leurs descendants. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site aligrefm.org, dans l'émission Horizon 21. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Vous venez d'écouter le titre Bibi's Trial, donc le procès de Bibi étant le surnom de Benjamin Netanyahou en Israël. Une chanson interprétée par Bassem Youssef et Amjad Nour. Bassem Youssef, humoriste égyptien, et Amjad Nour qui est réalisateur et journaliste soudanais, qui est une chanson qui est une sorte de satire qui se moque un peu de ces semblants, en fait, de ce semblant de justice internationale qui est en fait manipulé par les grandes puissances et notamment par les États-Unis, ce qui nous fait une excellente transition parce que on parlait justement de reconnaissance, de possibilités de pression, etc. par certains pays sur la CPI. Il y a eu en 2003 un cas assez évocateur, en fait, assez éloquent, celui de Saddam Hussein, le dictateur irakien, dont le régime tombe suite à une invasion américaine illégale de l'Irak, ça on le rappelle, donc il n'a jamais eu l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Saddam Hussein est finalement arrêté au terme d'une cavale. Il est jugé en Irak, et à l'époque, en fait, il y avait eu beaucoup d'appels, notamment dans le monde arabe, d'intellectuels arabes, qui ont demandé à ce qu'il soit jugé, effectivement, mais devant la CPI, parce qu'il ne faisait pas confiance à la justice irakienne. Oui, c'est assez logique. Alors, ça aurait été impossible, parce que, en fait, le gouvernement irakien... je crois, au moment où le conflit a débuté, enfin, c'est accentué, puisque ça faisait longtemps qu'il y avait quand même un conflit en Irak, en un sens, a pensé à ratifier le statut de Rome, mais un peu tardivement. Finalement, ça aurait été possible si l'Irak avait ratifié le statut de Rome. C'est un petit peu dommage. Mais puisque de toute façon, il y avait une occupation américaine, on imagine mal les États-Unis remettre Saddam Hussein à la CPI, quand bien même l'Irak aurait ratifié le statut de Rome. Aurait ratifié à l'époque le statut de Rome. Donc, oui, c'est la justice du vainqueur.
assez expéditive, en l'occurrence. Alors, il y a un point quand même intéressant pour revenir à la CPI, c'est en revanche, s'agissant de l'occupation de partie de l'Irak par le Royaume-Uni, à un moment, le procureur de la CPI a cherché à enquêter sur ce qui se passait en Irak, puisque le Royaume-Uni est parti au statut de Rome. Donc il y avait un début d'enquête sur les activités du Royaume-Uni en Irak, mais finalement ça n'a pas prospéré, ça aurait été intéressant. Alors ce qui a été dit, c'est que ça n'avait pas prospéré justement parce que la Grande-Bretagne a décidé, elle, d'enquêter. Donc en fait, la CPI a dit, puisque la justice est compétente, britannique, on clôt le dossier, on laisse la Grande-Bretagne finalement le faire. C'est toute cette question aussi de est-ce que l'État est en capacité finalement de faire ses procès. Voilà, cette question, c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les mandats d'arrêt, même si symboliquement c'est important. Le procès, ça risque... déjà, un procès ne peut pas avoir lieu par contumace, donc il faut qu'il soit arrêté. Donc ça, c'est déjà pas gagné. Et ensuite, une fois qu'ils sont arrêtés, évidemment, il va y avoir tout un débat sur la compétence de la Cour. Et puis, Israël va pouvoir faire valoir, selon ce que vous évoquez, c'est le principe de complémentarité dans le statut de Rome. C'est-à-dire, si l'État enquête, la Cour ne peut pas se saisir d'une affaire ou juger une affaire. C'est d'ailleurs en fait une des craintes de ceux qui s'opposent à la réforme de la justice en Israël, la réforme de la Cour suprême, en disant si notre justice n'est plus jugée comme indépendante et en capacité de juger, et bien maintenant en fait on pourra passer justement devant des juridictions où on pourrait en fait nous opposer le fait qu'on puisse passer devant nos officiers, etc., devant des juridictions étrangères, parce qu'on n'aurait plus une justice qui digne de ce nom en Israël. Oui, c'est vrai que ce principe de complémentarité peut être avancé devant la Cour et retarder encore le procès et la mise en cause des dirigeants israéliens pour une politique qui date depuis fort longtemps. On l'a vu justement, vous parliez du temps que ça prend, le fait qu'il faut qu'il y ait la personne qui se présente. Il y a le cas Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui est très intéressant. Juste pour rappeler pour nos auditeurs, auditrices, en 2011, après une crise post-électorale qui a fait à peu près 3000 morts. En Côte d'Ivoire, le président sortant, donc Laurent Gbagbo, est arrêté dans son bunker avec sa femme, on se souvient des images, avec l'aide de militaires français. Il est extradé vers La Haye immédiatement. 10 ans plus tard, Gbagbo et son co-accusé, Charles Blé Goudet, sont acquittés faute de preuves suffisantes. Donc ça a pris 10 ans. Pendant ces 10 années, il était en prison à La Haye. On a souvent mis en avant le manque de moyens de la Cour pour mener ces enquêtes. Et finalement aussi une certaine instrumentalisation de celle-ci. Donc sur le cas Laurent Gbagbo, je trouve que c'est très intéressant pour mettre en perspective de ce qu'on pourrait s'attendre par rapport justement aux dirigeants israéliens. Raphaël Maison, vous êtes... Oui, le cas Laurent Gbagbo est très intéressant puisque dès le départ, en réalité, c'est une enquête du procureur de sa propre initiative, n'est-ce pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qui a été quand même très fortement invité à enquêter par le Conseil de sécurité. Donc le procureur s'est rapidement aligné sur la demande qui lui a été faite par le Conseil de sécurité. Il a émis des mandats très rapidement contre Laurent Gbagbo, en quelques mois. Donc c'est clair que l'enquête n'était pas suffisamment aboutie. Donc ça a donné lieu à... D'abord, Laurent Gbagbo s'est trouvé... Il faut une confirmation des charges pour que le procès puisse commencer. Il y a des audiences de confirmation des charges. Ça peut prendre un certain temps. Donc là, à la fin des audiences de confirmation des charges, les juges ont constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Le procureur a été autorisé à représenter de nouvelles preuves. Enfin bref, ce procès était très mal parti. Et finalement, du point de vue de l'accusation, c'est un échec total, puisque Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet ont été acquittés. C'est la même chose d'ailleurs pour un autre responsable important, Jean-Pierre Bemba, pour son activité en République centrafricaine, en Centrafrique, oui. Qui également a été acquitté. Donc si vous voulez... Et Kenyatta aussi, le président kenyan. Oui, mais lui n'a pas été acquitté parce qu'il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé. Mais si vous voulez, ça montre bien que quand même, parfois, on se pose des questions sur le sérieux des enquêtes, qui sont initiées, qui sont demandées par le Conseil de sécurité très rapidement. Alors, le procureur agit très vite. Puis après, on peut se poser des questions aussi sur la pertinence de la jurisprudence, parce que dans le cas de Jean-Pierre Bemba, en première instance, il a été condamné à une peine très lourde, et en appel, il a été acquitté.
on se dit mais comment Si c'est le dossier comment est est-ce solide, possible? pourquoi Alors ça, c'est parce qu'on s'est basé sur une doctrine de responsabilité plus satisfaisante pour les responsables hiérarchiques. Donc je dirais que on condamne assez facilement des chefs de groupe armés, mais quand il s'agit de personnes en position d'autorité, les standards sont plus complexes à établir, alors qu'en réalité, ça devrait évidemment être le contraire en droit international pénal. Hein, donc ça, c'est quand même 2 échecs importants pour la Cour pénale internationale, l'affaire Bemba, l'affaire Gbagbo. Rappelons aussi qu'en Côte d'Ivoire, entre-temps, en 2018, le nouveau président, Alassane Ouattara, a décidé de ne pas poursuivre finalement Laurent Gbagbo non plus sur son territoire national. Donc il y avait vraiment tout un tas de... Alors qu'il est quand même, c'est lui qui succède à Laurent Gbagbo, donc il est quelque part derrière aussi cette poursuite auprès de la CPI. Donc vraiment, on peut se demander pourquoi Laurent Gbagbo a fini à la CPI, honnêtement. Ça a alimenté beaucoup de thèses, en fait, complotistes, en fait. C'est ça le problème aussi, après. Oui, et puis ça nourrit aussi l'idée que ce n'est pas une justice, même la justice internationale n'est pas une justice indépendante, elle obéit aux ingérences des uns et des autres, et surtout donc aux ingérences des plus puissants. On parlait justement là donc de ce qui peut se faire au niveau des justices nationales, justement à quel point les tribunaux, le droit international en général, que ce soit la CPI mais surtout la CIJ, à quel point les décisions, les enquêtes ouvertes ou les procès ou les décisions ou les avis même consultatifs, comme on a vu pour le cas de l'occupation des territoires occupés palestiniens, à quel point on peut se baser, c'est-à-dire que ces avis ou ces procès peuvent fournir des arguments, de la matière au niveau national pour intenter des procès, encore une fois au niveau national. Je pense notamment, là il y a une plainte qui a été déposée contre la présidente de l'association Israelis Forever, qui est une association qui se définit comme sioniste, dont la présidente était à l'entrée de Gaza, non loin en tout cas de Gaza, pour empêcher l'entrée des camions d'aide humanitaire, qui a, le 13 novembre dernier, tenté d'organiser un gala à Paris en invitant Bezalel Smotrich, qui est quand même un fasciste éhonté, et une association qui, par ailleurs, finance, ça fait partie de ses activités officielles, finance l'armée israélienne, et donc... Il y a là un procès et on parle notamment du fait d'affamer ou de la volonté d'affamer la population, ce qui rappelle le mandat d'arrêt contre Netanyahou et Galante. Mais plus généralement, est-ce que ce que dit ou ce que fait la CIJ et la CPI, est-ce que ça peut donner des éléments, des outils juridiques à ceux qui essaient d'intenter des procès au niveau national parce que soit la victime, soit le bourreau sont porteurs de nationalité française? Oui, moi je pense que ce qu'a dit la Cour internationale de justice cette année, alors je ne connais pas le dossier dont vous me parlez, donc je ne me prononce pas sur ce dossier, mais là, après l'avis de juillet 2024 et la Cour internationale de justice, l'Assemblée générale a précisé un petit peu a repris ce qu'a dit la Cour internationale et a précisé un peu, et l'Assemblée générale nous dit dans sa résolution de septembre 2024 que les États doivent prendre des mesures contre leurs ressortissants qui participeraient à l'illicite ou qui participeraient au maintien de la situation illicite dans les territoires occupés. Par exemple, nous dit l'Assemblée générale, le gel des avoirs ou interdiction de voyager. Alors vous voyez bien l'incidence que ça peut avoir, ça, pour des binationaux. C'est-à-dire des binationaux qui participent à la colonisation ou, par extension, là c'est moi qui ajoute, ou qui participent à l'offensive génocidaire à Gaza, les réservistes les États doivent, la France a voté pour cette résolution. Les États doivent les empêcher de contribuer à la situation illicite. Donc vous avez là dans la résolution de l'Assemblée générale, si elle est bien exploitée, des éléments que vous pouvez avancer devant le juge national. S'agissant et surtout si les personnes dont il est question ont participé au blocus, à l'empêchement de délivrance de l'aide humanitaire,
qui a été dénoncé dans la 2e ordonnance de la Cour internationale de justice pour génocide. Et ça vaut aussi, mais ça vaut aussi pour les personnes morales ? Oui, entreprises, tout à fait. C'est les personnes, les sujets internes, en fait, nous dit l'Assemblée générale. Donc ça peut être des personnes non étatiques, soit des individus, des entreprises qui contribueraient à la situation illicite. Les États devraient prendre des mesures contre ces entités ou ces individus. Alors on ne nous dit pas des poursuites pénales. Mais si je reviens sur les ordonnances génocide, vous savez que dans les ordonnances génocide, les États ont l'obligation donc de prévenir le génocide. Et dans ce contexte-là, la Cour internationale de justice a rappelé aussi que c'est pas simplement le génocide, c'est le cœur. Le génocide, on ne doit pas se livrer au génocide, mais on ne doit pas non plus inciter au génocide. Donc l'incitation au génocide, c'est quelque chose qui relève aussi de la Convention de 1948. Et en droit interne français, on a aussi l'apologie du crime de guerre, l'apologie du crime contre l'humanité qui peuvent faire l'objet de poursuites. Donc je pense que ce qu'a dit la Cour internationale de justice sur le risque de génocide, elle a pointé les déclarations des responsables israéliens comme étant des déclarations de nature génocidaire. Évidemment, ceux qui relaient cette propagande et qu'on cherche à poursuivre en France pour apologie de crimes de guerre ou apologie de crimes contre l'humanité, on doit absolument se servir des ordonnances de la Cour. Tout comme on doit se servir des ordonnances de la Cour qui a dit le risque de génocide pour mettre un terme aux poursuites contre ceux qui dénoncent le génocide. Ça, c'est quand même... on a une répression très importante contre les personnes qui ont simplement utilisé leur liberté d'expression pour dénoncer les crimes commis. Et ils sont poursuivis. Alors là, évidemment, il faut reprendre très clairement les ordonnances de la Cour qui dit le risque de génocide. Merci beaucoup Raphaël Maison. Merci. On en dirait encore des heures et des heures. Le sujet est très complexe, mais bon, on aura au moins essayé de défricher un peu le sujet. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Nous étions ravis, Michael Poron et moi-même, de présenter ce dernier numéro d'Horizon 21. On fait une petite pause avant de revenir sur les ondes d'Aligre FM. Merci à notre invité Raphaël Maison d'avoir éclairé nos auditrices et nos auditeurs sur la Cour pénale internationale et plus largement sur le droit international. Un grand merci à Bruno Mandé et à Armand Guiri qui sont à la technique ce soir. Et vous pouvez retrouver le podcast, faut le rappeler, de cette émission sur le site aligrefm.org. Et n'oubliez pas d'aller jeter évidemment un œil sur nos sites respectifs en libre accès, orient21.info et afrique21.info. Qui sont tous les deux en campagne de dons actuellement. Exactement. Parce que ce sont des médias indépendants qui vivent grâce au soutien de leurs lectrices et lecteurs. Et même s'il s'agit du dernier numéro, on vous dit quand même à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Afrique 21.